La Main by Guy de Maupassant. Read in French for LibriVox.org. On faisait cercle autour de M. Bermutier, juge d'instruction, qui donnait son avis sur l'affaire mystérieuse de Saint-Cloud. Depuis un mois, cet inexplicable crime affolait Paris. Personne n'y comprenait rien. M. Bermutier, debout, le dos à la cheminée, parlait, assemblait les preuves, discutait les diverses opinions, mais ne concluait pas. Plusieurs femmes s'étaient levées pour s'approcher et demeurer debout, l'œil fixé sur la bouche rasée du magistrat, d'où sortaient les paroles graves. Elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur peur curieuse, par la vide et insatiable besoin d'épouvante qui hante leur âme, les torture comme une faim. Une d'elles, plus pâle que les autres, prononça pendant le silence: « C'est affreux! Cela touche au surnaturel! On ne saura jamais rien! » Le magistrat se tourna vers elle. « Oui, madame, il est probable qu'on ne saura jamais rien. Quant au mot surnaturel que vous venez d'employer, il n'a rien à faire ici. Nous sommes en présence d'un crime fort habilement conçu, fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystère que nous ne pouvons le dégager des circonstances impénétrables qui l'entourent. Mais j'ai eu, moi, autrefois, à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique. Il a fallu l'abandonner d'ailleurs, faute de moyens de l'éclaircir. » Plusieurs femmes prononcèrent en même temps, si vite que leurs voix n'en firent qu'une. « Oh! Dites-nous cela. » M. Bermutier sourit gravement, comme doit sourire un juge d'instruction. Il reprit: « N'allez pas croire, au moins, que j'ai pu, même un instant, supposer en cette aventure quelque chose de surhumain. Je ne crois qu'aux causes normales. Mais si, au lieu d'employer le mot surnaturel pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot inexplicable, cela vaudrait beaucoup mieux. En tout cas, dans l'affaire que je vais vous dire, ce sont surtout les circonstances environnantes, les circonstances préparatoires qui m'ont ému. Enfin, voici les faits. J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio, une petite ville blanche couchée au bord d'un admirable golfe qu'entourent partout de hautes montagnes. Ce que j'avais surtout à poursuivre là-bas, c'étaient les affaires de vendetta. Il y en a de superbes, de dramatiques, au possible de féroces, d'héroïques. Nous retrouvons là les plus beaux sujets de vengeance qu'on puisse rêver, les haines séculaires, apaisées un moment, jamais éteintes, les ruses abominables, les assassinats devenant des massacres et presque des actions glorieuses. Depuis 2 ans, je n'entendais parler que du prix du sang, que de ce terrible préjugé corse qui force à venger toute injure sur la personne qui l'a faite, sur ses descendants et ses proches. J'avais vu égorger des vieillards, des enfants, des cousins. J'avais la tête pleine de ces histoires. Or, j'appris un jour qu'un Anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du golfe. Il avait amené avec lui un domestique français, pris à Marseille en passant. Bientôt, tout le monde s'occupa de ce personnage singulier, qui vivait seul dans sa demeure, ne sortant que pour chasser et pour pêcher. Il ne parlait à personne, ne venait jamais à la ville, et, chaque matin, s'exerçait pendant 1 heure ou 2 à tirer au pistolet et à la carabine. Des légendes se firent autour de lui. On prétendit que c'était un haut personnage fuyant sa patrie pour des raisons politiques, puis on affirma qu'il se cachait après avoir commis un crime épouvantable. On citait même des circonstances particulièrement horribles. Je voulus, en ma qualité de juge d'instruction, prendre quelques renseignements sur cet homme, mais il me fut impossible de rien apprendre. Il se faisait appeler Sir John Rowell. Je me contentai donc de le surveiller de près, mais on ne m'a signalé en réalité rien de suspect à son égard.
Cependant, comme les rumeurs sur son compte continuaient, grossissaient, devenaient générales, je résolus d'essayer de voir moi-même cet étranger, et je me mis à chasser régulièrement dans les environs de sa propriété. J'attendis longtemps une occasion. Elle se présenta, enfin, sous la forme d'une perdrix que je tirai et que je tuai devant le nez de l'Anglais. Mon chien me la rapporta, mais, prenant aussitôt le gibier, j'allai m'excuser de mon inconvenance et prier sir John Rowell d'accepter l'oiseau mort. C'était un grand homme, à cheveux rouges, à barbe rouge, très haut, très large, une sorte d'Hercule placide et poli. Il n'avait rien de la raideur dite britannique, et il me remercia vivement de ma délicatesse en un français accentué d'outre-Manche. Au bout d'un mois, nous avions causé ensemble 5 ou 6 fois. Un soir, enfin, comme je passais devant sa porte, je l'aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une chaise dans son jardin. Je le saluai, et il m'invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me le fis pas répéter. Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise, parla avec éloge de la France, de la Corse, déclara qu'il aimait beaucoup ce pays et cet rivage. Alors, je lui posai avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif quelques questions sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me raconta qu'il avait beaucoup voyagé, en Afrique, dans les Indes, en Amérique. Il ajouta en riant: « J'avais eu beaucoup d'aventures, oh yes !» Puis, je me remis à parler chasse, et il me donna les détails les plus curieux sur la chasse à l'hippopotame, au tigre, à l'éléphant et même la chasse au gorille. Je dis: « Tous ces animaux sont redoutables. » Il sourit: « Oh non, le plus mauvais, c'était l'homme. » Il se mit à rire, tout à fait, d'un bon rire de gros Anglais content. J'avais beaucoup chassé l'homme aussi. Puis, il parla d'armes, et il m'offrit d'entrer chez lui pour me montrer des fusils de divers systèmes. Son salon était tendu de noir, de soie noire brodée d'or. De grandes fleurs jaunes couraient sur l'étoffe sombre, brillaient comme du feu. Il annonça: c'était une trappe japonaise. Mais au milieu du plus large panneau, une chose étrange me tira l'œil. Sur un carré de velours rouge, un objet noir se détachait. Je m'approchai. C'était une main d'homme. Non pas une main de squelette, blanche et propre, mais une main noire, desséchée, avec les ongles jaunes, les muscles à nu et des traces de sang ancien, de sang pareil à une crasse, sur les os coupés net, comme d'une coupe tache, vers le milieu de l'avant-bras. Autour du poignet, une énorme chaîne de fer, rivée, soudée à ce membre malpropre, l'attachait au mur par un anneau assez fort pour tenir un éléphant en laisse. Je demandai: « Qu'est-ce que cela? » L'Anglais répondit tranquillement: « C'était ma meilleure ennemie. Il venait d'Amérique. Il avait été fendu avec le sabre et arraché la peau avec une caillou coupante et séché dans le soleil pendant 8 jours. Ah, très bonne pour moi, cette. » Je touchai ce débris humain qui avait dû appartenir à un colosse. Les doigts, démesurément longs, étaient attachés par des tendons énormes que retenaient des lanières de peau par places. Cette main était affreuse à voir. Écorchée ainsi, elle faisait penser naturellement à quelque vengeance du sauvage. Je dis: « Cet homme devait être très fort. » L'Anglais prononça avec douceur: « Ah, yes, mais j'ai été plus forte que lui. J'avais mis cette chaîne pour le tenir. » Je crus qu'il plaisantait. Je dis: « Cette chaîne maintenant est bien inutile. La main ne se sauvera pas. » Sir John Rowell reprit gravement: « Elle voulait toujours s'en aller.
Cette chaîne était nécessaire. D'un coup d'œil rapide, j'interrogeai son visage, me demandant est-ce un fou ou un mauvais plaisant? Mais la figure demeurait impénétrable, tranquille et bienveillante. Je parlais d'autre chose et j'admirais les fusils. Je remarquai cependant que 3 revolvers chargés étaient posés sur les meubles, comme si cet homme eût vécu dans la crainte constante d'une attaque. Je revins plusieurs fois chez lui, puis je n'y allai plus. On s'était accoutumé à sa présence. Il était devenu indifférent à tous. Une année entière s'écoula. Or, un matin, vers la fin de novembre, mon domestique me réveilla en m'annonçant que Sir John Rowell avait été assassiné dans la nuit. Une demi-heure plus tard, je pénétrai dans la maison de l'Anglais avec le commissaire central et le capitaine de gendarmerie. Le valet, éperdu et désespéré, pleurait devant la porte. Je soupçonnai d'abord cet homme, mais il était innocent. On ne put jamais trouver le coupable. En entrant dans le salon de Sir John, j'aperçus du premier coup d'œil le cadavre étendu sur le dos, au milieu de la pièce. Le gilet était déchiré, une manche arrachée pendait, tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu. L'Anglais était mort, étranglé. Sa figure noire et gonflée, effrayante, semblait exprimer une épouvante abominable. Il tenait entre ses dents serrées quelque chose, et le cou, percé de 5 trous qu'on aurait dit faits avec des pointes de fer, était couvert de sang. Un médecin nous rejoignit. Il examina longtemps les traces des doigts dans la chair et prononça ces étranges paroles. On dirait qu'il a été étranglé par un squelette. Un frisson me passait dans le dos, et je jetai les yeux sur le mur, à la place où j'avais vu jadis l'horrible main décrochée. Elle n'y était plus. La chaîne, brisée, pendait. Alors je me baissai vers le mort, et je trouvai dans sa bouche crispée un des doigts de cette main disparue, coupé ou plutôt scié par les dents juste à la 2e phalange. Puis on procéda aux constatations. On ne découvrit rien. Aucune porte n'avait été forcée, aucune fenêtre, aucun meuble. Les 2 chiens de garde ne s'étaient pas réveillés. Voici, en quelques mots, la déposition du domestique. Depuis un mois, son maître semblait agité. Il avait reçu beaucoup de lettres, brûlées à mesure. Souvent, prenant une cravache, dans une colère qui semblait de la démence, il avait frappé avec fureur cette main séchée, scellée au mur et enlevée on ne sait comment à l'heure même du crime. Il se couchait fort tard et s'enfermait avec soin. Il avait toujours des armes à portée du bras. Souvent, la nuit, il parlait haut, comme s'il se fût querellé avec quelqu'un. Cette nuit-là, par hasard, il n'avait fait aucun bruit, et c'est seulement en venant ouvrir les fenêtres que le serviteur avait trouvé Sir John assassiné. Il ne soupçonnait personne. Je communiquai ce que j'avais du mort aux magistrats et aux officiers de la force publique, et on fit dans toute l'île une enquête minutieuse. On ne découvrit rien. Or, une nuit, 3 mois après le crime, j'eus un affreux cauchemar. Il me sembla que je voyais la main, l'horrible main, courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. 3 fois je me réveillai, 3 fois je me rendormis, 3 fois je revis le hideux débris galoper autour de ma chambre en remuant les doigts comme des pattes. Le lendemain, on me l'apporta, trouvé dans le cimetière, sur la tombe de Sir John Rowell, enterré là, car on n'avait pu découvrir sa famille. L'index manquait. Voilà, mesdames, mon histoire. Je ne sais rien de plus. Les femmes, éperdues, étaient pâles, frissonnantes. Une d'elles s'écria: « Mais ce n'est pas un dénouement, cela, ni une explication. Nous n'allons pas dormir si vous ne dites pas ce qui s'était passé selon vous. » Le magistrat sourit avec sévérité.
Oh, moi, mesdames, je vais gâter, certes, vos rêves terribles. Je pense tout simplement que le légitime propriétaire de la main n'était pas mort, qu'il est venu la chercher avec celle qui lui restait. Mais je n'ai pu savoir comment il a fait, par exemple. C'est là une sorte de vendetta. Une des femmes murmura: Non, ça ne doit pas être ainsi. Et le juge d'instruction, souriant toujours, conclut: Je vous avais bien dit que mon explication ne vous irait pas. End of section. This recording is in the public domain.